gériatrique. Donc, la dernière fois, vous avez fait la sénescence des tissus, des structures, des fonctions, pardon, des fonctions de la salivation, mastication, etc. Donc, ce cours sur la sécheresse buccale, donc il fait suite à la sénescence des différentes fonctions et qui est en quelque sorte la conséquence de la sénescence des glandes salivaires ou bien de la sécrétion salivaire. Donc, nous allons aborder tout d'abord, nous allons faire un petit rappel sur la sécrétion salivaire. Puis nous allons voir quelques définitions de la xérostomie et l'hypocyalie. Nous passons tout de suite aux différentes étiologies qui sont responsables de l'apparition de la sécheresse buccale chez la personne âgée, chez les personnes âgées. Nous allons développer après la démarche diagnostique, l'interrogatoire, les différents signes cliniques ou bien quelles sont les conséquences de l'hypocyalie. Nous allons voir aussi les tests diagnostiques ou les examens complémentaires, mais ou bien non, pathologies. Sécheresse buccale et d'autres pathologies de la cavité buccale. Puis nous terminerons par la prise en charge, bien sûr, de cette sécheresse buccale, bien la xérostomie, par d'abord les mesures hygiéno-diététiques, puis nous allons passer au traitement de stimulation et de substitution. La sécheresse buccale ou la sécheresse buccale ou xérostomie est la conséquence d'un défaut quantitatif ou bien qualitatif de la lubrification de la muqueuse buccale par de la salive. Donc, ça constitue un motif de consultation très fréquent, mais elle est parfois constatée au cours d'un examen clinique réalisé dans un autre contexte. C'est-à-dire, que vous allez découvrir fortuitement la sécheresse buccale. C'est-à-dire, le patient n'est pas venu pour un motif de la sécheresse buccale, mais pour autre cause, et vous allez découvrir au cours de votre examen clinique fortuitement la présence du sécheresse buccale. Le déficit plus ou moins important de la sécrétion salivaire et ses nombreuses répercussions. Pourquoi? Parce que vous savez que la salive, elle joue plusieurs rôles de lubrification, protection de la muqueuse orale et des dents. Vous avez aussi les propriétés antimicrobiennes, les activités enzymatiques, etc. Donc, c'est pour ça, ces déficits doivent être objectivés et doivent être aussi pris en charge. Ils doivent être objectivés et doivent être prises en charge. Tout d'abord, nous allons faire un petit rappel sur la physiologie de la sécrétion salivaire. Comme vous le savez, la salive ou bien la sécrétion salivaire sont issues de 3 paires de glandes salivaires qui sont dites les glandes salivaires majeures. Vous avez les glandes parotides, les sous-mandibulaires et vous avez les sublinguales. Et vous avez aussi de nombreuses glandes dites mineures ou bien accessoires et qui sont réparties dans l'ensemble ou bien dans les différentes muqueuses qui tapissent la cavité buccale. Vous avez les glandes salivaires labiales, jugales, palatines, vélaires, etc. C'est ce qu'on appelle les glandes salivaires accessoires. Et sur le plan histologique, comme vous le savez, toute glande salivaire est formée d'un acénus. Donc, elle est faite d'un acénus, qui est le corps cellulaire d'élaboration, et vous avez un canal intercalaire qui permet l'excrétion de la salive hors
de la, hors de la sinus, ou bien une fois que la salive primaire est formée, elle va passer dans le canal intercanal pour puis être excrétée à l'extérieur de la glande salivaire. Donc, vous avez la salive primaire qui est isotonique par rapport au plasma, et après, vous avez la salive secondaire qui est hypotonique par rapport au plasma. Ça, c'est un petit rappel général sur les glandes salivaires et la sécrétion salivaire. Donc, cette sécrétion salivaire est contrôlée, bien sûr, par un système nerveux autonome qui la régule. Et vous avez comme neuromédiateur l'acétylcholine pour le système, bien sûr, parasympathique, et vous avez la noradrénaline pour le système sympathique. Donc, cette sécrétion salivaire, elle est majoritairement contrôlée par l'acétylcholine qui a une action sur le système parasympathique. Généralement, la sécrétion salivaire produit à peu près 750 jusqu'à 1000 millilitres de salive par 24 heures. Et bien sûr, cette sécrétion salivaire varie d'un individu à un autre et du moment de la journée, ou bien la position de l'individu au cours de la journée. Si par exemple, au repos, vous avez une diminution de la sécrétion qui est 0,5 mm par minute, qui est de 0,5 mm par millimètre, et en cas de stimulation, par exemple lors de la prise d'un repas ou bien la prise d'un truc citronné, c'est-à-dire avec de l'acide citrique, on observe une augmentation de cette sécrétion qui peut aller jusqu'à 1 à 2 millilitres par minute. Cette sécrétion salivaire peut se voir diminuer au cours d'un sommeil profond, c'est-à-dire lorsque l'individu est en plein sommeil, il y aura une sécheresse buccale physiologique qui s'installe. Donc, la salive est très, très, très hypotonique, donc son pH salivaire moyen en l'absence de toute stimulation, c'est-à-dire quand la personne ou bien le sujet est au repos, elle est généralement comprise entre 5,75 et 6,15, c'est-à-dire son pH, il est de 5,75 jusqu'à 6,15. Ça, c'est grosso modo un petit rappel sur les sécrétions salivaires. Maintenant, nous allons voir c'est quoi xérostomie. Donc, le mot xérostomie, il vient du grec. Donc, il se décompose en xéro, qui est un préfixe qui signifie sec, et le suffixe stomie, qui est une racine signifiant la bouche. Donc, vous avez xéro qui est sec et stomia qui est la bouche. Donc, la xérostomie définit donc un état de la sécheresse de la cavité buccale et des lèvres qui sont ressentis de façon subjective par le patient. Donc, c'est un truc qui est subjectif. C'est le patient qui vous dira que je sens une sécheresse buccale. Donc, cette sécheresse buccale ou xérostomie, elle traduit une atteinte directe ou bien indirecte des glandes salivaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand il y a une sécheresse buccale ou xérostomie qui s'installe, le problème est lié soit directement à un problème au niveau de la glande salivaire, ou bien indirectement, c'est-à-dire par atteinte à distance des glandes salivaires, c'est-à-dire l'atteinte des glandes salivaires n'est pas principale, mais elle est secondaire à quelque chose. Nous allons voir après quelles sont les étiologies.
Direct, c'est par exemple quand il y a des pathologies des glandes salivaires que vous allez faire dans les cours de pathologie cette année, des pathologies des glandes salivaires, que ce soit des lithiases salivaires, des tumeurs, des inflammations banales, etc. C'est ce qu'on appelle les cyalites. Ça, c'est lorsque le problème est direct. Indirectement, c'est quand, par exemple, la prise de certains médicaments qui agissent sur certains neuromédiateurs responsables de la sécrétion salivaire. À ce moment-là, le problème est lié indirectement à la glande salivaire. Donc, cette sécheresse buccale, donc, elle se manifeste soit par une diminution du flux salivaire, ce qu'on appelle hypocyalie, et qui constitue un signe objectif, c'est-à-dire on va quantifier ce flux salivaire, c'est-à-dire on va mesurer la quantité de la salive produite. Donc c'est un signe qui est objectif. Et vous avez une sécrétion salivaire, soit par une sécrétion salivaire qui est nulle, ou bien asyalie, c'est-à-dire absence totale. Donc on peut voir soit une diminution de la sécrétion, c'est ce qu'on appelle hypocyalie, soit une absence totale de la salive qu'on peut observer au cours de certains syndromes, c'est ce qu'on appelle l'asyalie. Ou bien lorsqu'il y a un obstacle, par exemple, les lithiases salivaires, c'est des caillots qui se forment dans les glandes salivaires ou bien dans les canaux excréteurs et qui empêchent la sortie de la salive depuis la sinus vers le canal intercalaire. Donc, cet obstacle objectif ou bien se traduit par l'installation d'une asyalie, généralement qui est rythmique et qui peut se voir augmenter au cours des repas et qui se manifeste également par des douleurs objectivées lors d'un repas, c'est-à-dire le malade vous dira que lorsque je commence à manger, en principe, au cours d'un repas, il y aura une augmentation de la sécrétion salivaire pour favoriser la formation du pôle alimentaire et faciliter la mastication. Mais quand il y a des pathologies, il n'y aura pas cette sécrétion salivaire qui est facile. Donc, ça empêche le patient de s'alimenter normalement. C'est-à-dire, des fois, le malade se trouve obligé de prendre quelques gorgées d'eau pour faciliter la mastication. Maintenant, nous allons voir quelles sont les différentes étiologies de cette xérostomie. Tout d'abord, vous avez le vieillissement. Le vieillissement qui est une étiologie physiologique. Donc, les personnes âgées ne se plaignent pas spontanément de sécheresse buccale. C'est-à-dire, il y a certaines personnes âgées qui réclament la présence de sécheresse buccale, il y a d'autres non. Donc, cette plainte n'est pas spontanée. Mais la prévalence réelle de la xérostomie, elle augmente sensiblement après l'âge de 65 ans. C'est-à-dire, après l'âge de 65 ans, on peut obligatoirement voir cette prévalence augmenter. Donc, le vieillissement physiologique, il contribue à la réduction du flux salivaire avec, bien sûr, la diminution de la concentration de certains électrolytes, comme par exemple le sodium, certaines protéines comme les mucines salivaires et certains anticorps comme les anticorps de type EGA. On a une altération qualitative, une altération qui est quantitative. Aujourd'hui, chez la population vieillissante, il y a plusieurs maladies chroniques. Plusieurs maladies chroniques qui coexistent et prédisposent à l'augmentation de la prévalence de la xérostomie, surtout d'origine médicamenteuse. C'est-à-dire qu'avec l'âge, on peut remarquer la présence de plusieurs maladies, comme par exemple l'hypertension artérielle. Et là, on est obligé de mettre le sujet sous traitement. Par exemple, un traitement anti-hypertenseur. Ces médicaments
ont des effets secondaires qui se manifestent au niveau des glandes salivaires ou bien qui agissent au niveau de la sécrétion salivaire. Donc, ce qui peut générer l'installation d'une sécheresse buccale ou bien une xérostomie. Nous allons voir maintenant quels sont ces différents médicaments qui sont responsables de cette sécheresse buccale. L'ensemble des médicaments, comme vous le savez, là, j'ai dit que l'acétylcholine est le neuromédiateur responsable de la sécrétion salivaire qui agissent au niveau du système nerveux parasympathique. Donc, les médicaments qui agissent sur cet neuromédiateur, c'est-à-dire empêchent ce neuromédiateur de se fixer sur les récepteurs au niveau des glandes salivaires. Donc, il n'y aura pas une liaison de ce neuromédiateur qui peut se voir inhibé par cette médication. L'ensemble de ces médicaments sont appelés les médicaments anticholinergiques parce qu'elles agissent ou bien elles inhibent l'acétylcholine. Donc, nous allons voir plusieurs classes médicamenteuses. Nous avons principalement les antipsychotiques, les antidépresseurs, vous avez aussi les sédatifs, et vous avez les trois classes médicamenteuses les plus incriminées dans l'installation de cette sécheresse buccale. Vous avez les antihistaminiques qui sont utilisés généralement pour l'allergie, les personnes qui sont allergiques, les antihypertenseurs, il y a plusieurs, généralement, il y a plusieurs classes médicamenteuses des antihypertenseurs. Vous avez les inhibiteurs calciques, vous avez les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, vous avez les bêta-bloquants, etc. Généralement, ce sont les bêta-bloquants qui sont responsables de la sécheresse buccale, comme par exemple Amlor. Amlor, c'est connu qui est buccale. Vous avez aussi les diurétiques. Les diurétiques, ce sont des médicaments qui stimulent ou bien favorisent une diurèse normale. Généralement, ce sont les gens qui ont des problèmes urinaires ou bien au cours des problèmes urinaires observés en cas de néphropathie, un problème rénal. Vous avez aussi la médication utilisée pour le traitement de la douleur, surtout les douleurs intenses de palier 2 ou bien palier 3. Ce sont généralement les opiacés. Vous avez aussi la codéine, l'oxycodone et vous avez aussi la morphine. Donc, tous ces médicaments sont à effet anticholinergique et qui sont responsables de l'installation de la sécheresse buccale. Des fois, cette sécheresse buccale, elle est normale parce qu'elle est secondaire à la prise de ces médicaments. La troisième étiologie de la sécheresse buccale est le traitement des cancers, soit de la voie aérodigestive supérieure, soit par exemple de la thyroïde. Par exemple, vous avez la radiothérapie cervico-faciale qui est généralement utilisée pour le traitement des cancers de la cavité buccale et des voies aérodigestives supérieures. Donc, cette radiothérapie, comme vous le savez, présente des effets secondaires comme par exemple la sécheresse buccale. Donc, elle a une action sur les structures glandulaires de la glande salivaire. Donc, la destruction des tissus glandulaires par les radiations, généralement dans le traitement du cancer de la sphère orale, provoque aussi la xérostomie qui s'appelle la xérostomie post-radiothérapie, c'est-à-dire qu'elle est secondaire à la radiothérapie. L'hypocyalie survient aussi dès l'apparition de la radiomyosite. La radiomyosite,
comme vous le savez, c'est l'inflammation de la muqueuse buccale qui est généralement observée après la séance ou bien voilà la séance de radiothérapie. Donc cette radiomucite qui est une petite inflammation radiomucite. Une radiomucite qui est une petite inflammation de la muqueuse buccale qui peut se compliquer secondairement de caries, par exemple, l'apparition de caries qui sont rapidement évolutives. On trouve aussi des ostéites chroniques et de ce qu'on appelle l'ostéoradionécrose. L'ostéoradionécrose lorraine des mâchoires. Je ne sais pas si vous avez encore fait ou bien pas le cours sur l'ostéoradionécrose des mâchoires ou bien des maxillaires qui est due à la radiothérapie. Et vous avez aussi les mycoses buccales chroniques, les champignons qui sont récidivantes, comme par exemple les candidoses buccales qui sont dues à la présence de Candida albicans. Donc, ces mycoses buccales sont favorisées par les caries dentaires et par, bien sûr, la sécheresse buccale qui favorise l'installation des mycoses buccales. Donc, cette hypocyaline n'est pas forcément définitive, mais généralement, on peut observer un certain degré de récupération, c'est-à-dire une fois passage de, par exemple, quelques jours, par exemple 3 semaines, 21 jours après la radiothérapie, il y aura une récupération de la fonction de sécrétion salivaire normale. Certes, elle n'est pas complète, mais qui peut survenir généralement dans les mois, voire les années qui suivent la fin de traitement de la radiothérapie. Une hypocyalie peut également survenir dans les suites du traitement des cancers de la thyroïde par l'iode radioactif. Donc, l'iode radioactif peut avoir des effets sur les glandes salivaires et générer ce qu'on appelle la sécheresse buccale. C'est pour ça, au cours si vous avez un assainissement de la cavité buccale à faire avant ce traitement par l'iode, il ne faut pas utiliser, et surtout chez les personnes qui sont déjà traitées pour cancer de la thyroïde, il faut éviter l'utilisation des produits à base de l'iode, comme par exemple le désinfectant connu, la povidone iodée. La povidone iodée qui est connue sous le nom de bétadine. Il ne faut pas l'utiliser chez les patients qui sont déjà traités pour le cancer de la thyroïde par l'iode radioactif parce que ça va générer déjà l'action du l'iode qui a été déjà utilisé. La quatrième étiologie responsable de la sécheresse buccale, c'est le syndrome de Gougerot-Jogren, qui est ou bien connu sous le terme de syndrome sec. Donc, il est connu sous le terme de syndrome sec, qui est une maladie auto-immune chronique qui se traduit par une xérostomie, c'est ce qu'on appelle une sécheresse buccale, et une sécheresse buccale, une xérophthalmie, qui est la sécheresse oculaire de l'œil et qui est à l'origine d'une kératoconjonctivite. Une kératoconjonctivite, c'est-à-dire inflammation. Donc, vous avez l'œil qui ne produit pas assez de larmes, qui protège, comme vous le savez, comme la salive, les larmes protègent l'œil contre l'infiltration microbienne, etc., et élimination des corps étrangers. Quand il y a une sécheresse oculaire, il y aura installation d'une kératoconjonctivite, c'est-à-dire inflammation de la conjonctive et de la conjonctive. Et vous avez aussi la sécheresse d'autres muqueuses. Donc, cette maladie, elle est très fréquente et touche à peu près 6 à 4% de la population et elle concerne classiquement généralement la femme à partir de l'âge de 45 ans, c'est-à-dire après la ménopause. Selon les études, il existe une association entre
La consommation du tabac, le diabète aussi non contrôlé ou bien non équilibré et les problèmes de la glande thyroïde et la présence de ce syndrome. Donc, le tabac, le diabète mal contrôlé et le problème de la thyroïde sont des facteurs qui sont favorisant ou bien prédisposant le sujet à avoir ce syndrome. Généralement, le diagnostic de ce syndrome est généralement tardif parce que cette maladie est caractérisée généralement par un infiltrat qui est lymphocytaire des glandes exocrines, c'est-à-dire il y a des lymphocytes qui vont infiltrer les glandes exocrines. Généralement, un bilan clinique est pluridisciplinaire qui associe la recherche d'un syndrome sec buccal à celle d'un syndrome sec ophtalmique. C'est ce qu'on appelle le test de Schirmer, qui consiste à placer une bandelette de papier buvard dans le cul-de-sac conjonctival inférieur et qui est pratiqué généralement sans collier anesthésique, et on mesure la quantité humidifiée pour bien sûr quantifier la production des larmes. Donc, il détermine si l'œil produit suffisamment de larmes pour rester humide. Et vous avez le test avec une gaze ou bien du coton que nous allons voir après, qui consiste bien sûr à placer des boulettes de coton ou bien des rouleaux de coton en regard des ostiomes de sécrétion des glandes salivaires, à savoir les glandes submandibulaires, et deux rouleaux de coton à droite et à gauche en regard des premières molaires, là où on trouve l'ostium de Sténon, qui est le canal l'orifice excréteur des glandes parotides. Donc, ce test consiste à faire la différence de poids entre la gaze sèche et après, bien sûr, 5 minutes sous la langue. Normalement, elle doit être supérieure à 0,15 grammes par minute. Donc, il faut réaliser bien sûr cette épreuve en se dotant d'une balance. Une balance de précision. Vous allez mesurer le poids, prendre le poids de cette gaze qui est imbibée de salive. Si elle est inférieure, le débit salivaire est inférieur à 0,15 grammes par minute, c'est-à-dire au cours d'une minute, si vous la placez pendant une minute et vous la mesurez, que vous trouvez le poids inférieur à 0,15 grammes, on peut parler d'un syndrome sec. D'autres maladies systémiques, peut-être en plus du syndrome sec qui est le syndrome de Gougerot-Jogren, vous avez le diabète sucré. Peut aussi, chez le patient diabétique, on peut observer une petite sécheresse buccale, l'hypothyroïdie aussi, les problèmes thyroïdiens. Vous avez aussi la maladie de Parkinson et vous avez la maladie d'Alzheimer qui touche le système, le système nerveux. Donc, pour la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurologique qui se manifeste par des frissons, c'est-à-dire le patient, des tremblements, surtout des membres, les mains, vous avez les pieds, et généralement, le patient ne peut pas avaler sa salive, etc. Donc, toutes les fonctions motrices se voient diminuer et elle peut avancer, c'est-à-dire on peut voir des stades plus évolués de la maladie. Par contre, la mémoire, elle est conservée. Par contre, la maladie d'Alzheimer, là, il y a une perte de mémoire. Vous avez au stade de début la perte de mémoire qui est la mémoire lointaine, c'est-à-dire les antécédents, c'est-à-dire les antécédents sont conservés alors que la mémoire actuelle, elle est perdue. C'est-à-dire, la personne ne peut pas vous reconnaître alors qu'elle peut se rappeler
des choses qui se sont passées déjà dans le passé. Ça, c'est la maladie d'Alzheimer. Donc, ces différentes maladies ont des répercussions salivaires et on voit généralement des xérostomies qui sont observées secondaires à ces différentes pathologies chroniques. Vous avez d'autres déficits immunitaires, comme par exemple la sarcoïdose, qui est une maladie inflammatoire immunitaire. Vous avez aussi le VIH, la maladie du greffon contre l'autre en cas de greffe rénale et hépatique, greffe de moelle osseuse rouge hématogène. Donc, vous avez le patient, il est soumis à des immunosuppresseurs pour éviter le rejet de la greffe. Donc, ces déficits immunitaires sont responsables de la sécrétion, de l'atteinte de la sécrétion salivaire. D'autres étiologies peuvent être observées, comme par exemple, vous avez les hypocyaries, tout d'abord les hypocyaries nutritionnelles qui sont souvent et modérément surviennent essentiellement chez les femmes, généralement les femmes jeunes, qui souffrent de troubles de comportement alimentaire, par exemple un régime amaigrissant, ça peut donner, et vous avez les anorexies, donc ceux qui ne s'alimentent pas normalement. Vous avez d'autres étiologies comme par exemple la respiration buccale. La respiration buccale, c'est connu, c'est à l'origine de la sécheresse buccale. Le port de prothèses dentaires, les prothèses, surtout les prothèses amovibles totales, sont responsables de l'apparition de sécheresse. Et vous pouvez, dans certains cas, avoir ces facteurs comme des facteurs aggravant les causes principales de la xérostomie. C'est-à-dire, en plus des causes principales, vous aurez ces causes secondaires. Maintenant, pour la démarche diagnostique, donc la démarche diagnostique pour la xérostomie ou bien la sécheresse buccale consiste à d'abord un interrogatoire ou bien un entretien avec le patient, c'est-à-dire vous allez lui poser des questions, évaluer votre réponse. Généralement, 4 questions sont mises au niveau international qui sont utilisées dans l'interrogatoire avec votre patient. Vous avez la première question, c'est que avez-vous la bouche sèche lorsque vous mangez ou lorsque vous parlez? Ça, c'est là, c'est ce qu'on appelle, ça, c'est le but, c'est de rechercher la sécheresse buccale installée au cours des différentes fonctions, c'est-à-dire la mastication, au cours des repas. Oui. On a un cours maintenant à 9h. D'accord, dans 5 minutes, je termine. D'accord? Vous me donnez 5 minutes. On n'est pas loin de terminer. Donc, la deuxième question, c'est de prenez des gorgées de liquide ou bien avaler des aliments secs. Donc, vous allez lui demander, est-ce qu'il y a des difficultés à avaler certains aliments et la sensation d'avoir la bouche sèche quotidiennement depuis plus de 3 mois, c'est-à-dire les derniers 3 mois, est-ce que votre patient a souffert de l'apparition de sécheresse buccale. D'autres signes facteurs, vous avez la mauvaise haleine, des troubles du goût. Vous trouvez aussi les muqueuses buccales qui sont rouges, sèches, vernissées, la salive rare, collante et mousseuse. Vous avez les candidoses qui sont récidivantes, les caries multiples et évolutives, parce qu'il y aura une baisse du pH, la présence ou bien l'installation des parodontites, l'intolérance aux prothèses, c'est-à-dire le patient ne peut pas porter normalement sa prothèse et cette prothèse est responsable d'irritation de la muqueuse buccale parce qu'il n'y a pas le mince film alimentaire entre la prothèse et l'intrado de la prothèse et la muqueuse buccale. Des troubles aussi alimentaires, donc le patient ne peut pas s'alimenter rapidement, donc il a une difficulté et des fois il est obligé de prendre de l'eau pour favoriser la formation du bol alimentaire. Et
cette sécheresse buccale est aussi responsable de l'installation d'un syndrome dépressif réactionnel. C'est-à-dire le patient, il est atteint psychiquement par donc ça constitue ce qu'on appelle un préjudice social et peut causer aussi des insomnies. Donc le patient ne peut pas dormir normalement à cause des sécheresses buccales, donc il est obligé de se lever la nuit pour prendre de l'eau. Et vous avez des douleurs qui sont parfois responsables d'un syndrome dépressif aussi. Donc, ce sont des signes généralement observés. Les tests diagnostiques, il y a plusieurs tests diagnostiques qui sont utilisés. Vous avez tout d'abord le test de morceau de sucre qui consiste à placer sous la langue un fond normalement, un morceau de sucre sous la langue, généralement qui se fond généralement dans 3 minutes. Si le temps pour se faire fondre ce morceau de sucre dépasse les 3 minutes, c'est-à-dire qu'il y a un syndrome sec. Le test avec une gaz, je vous l'ai montré tout à l'heure sur la photo, et la mesure du pH intrabuccal qui consiste à utiliser une bande de papier pH et à appliquer sous la langue. Donc, le pH acide, il est inférieur à 6,5. Et généralement, quand le pH acide, c'est-à-dire qu'il y a une sécheresse buccale. La cyanométrie qui permet de mesurer le débit salivaire total au repos et après stimulation à part l'acide citrique, c'est-à-dire on va demander au patient de prendre de l'acide citrique et on va quantifier toute la salive produite après cette stimulation. Mais je vais vous faire juste les examens complémentaires, puis la prise en charge, on va la programmer pour un quart d'heure après. Donc, des examens complémentaires permettent d'objectiver, de confirmer le diagnostic clinique. Vous avez la scintigraphie qui permet d'objectiver la valeur fonctionnelle des glandes salivaires. La cyanographie qui consiste à injecter, à utiliser, qui est une radiographie spécifique aux glandes salivaires et qui permet d'objectiver, qui consiste à utiliser injecter un produit de contraste, c'est ce qu'on appelle, comme par exemple le lipiodol. Donc, il permet de suivre le trajet de ce produit radio-opaque radiologiquement avec cette cyanographie. S'il y a un obstacle, par exemple, comme vous montre la flèche, un obstacle qui est une lithiase salivaire, nous allons l'objectiver qui se manifeste par un obstacle dans le canal excréteur. Vous avez d'autres radiographies, comme par exemple l'échographie, et vous avez aussi l'IRM. Et dans certains cas, on peut même chirurgicalement mettre en évidence les problèmes des tumeurs, par exemple, par biopsie des glandes salivaires accessoires au niveau de la lèvre. C'est-à-dire, on va prélever les glandes salivaires et on va l'envoyer à l'examen ANAPAT pour faire un examen histopathologique qui permet de mettre en évidence soit un infiltrat inflammatoire, soit un infiltrat lymphocytaire des glandes salivaires. Vous avez d'autres examens biologiques comme un bilan auto-humain dans les cas de maladies auto-immunes, des sérologies anti-VIH, hépatite C, etc. D'autres examens aussi bactériologiques et mycologiques qui permettent de mettre en évidence des problèmes mycologiques et des infections bactériennes. Donc, pour la prise en charge thérapeutique, nous allons la programmer pour la suite pour ne pas empiéter sur le cours suivant. Donc, je vous laisse la prochaine fois, on programme pour terminer on termine la prise en charge thérapeutique de cette sécheresse buccale. Est-ce que vous avez des questions? Maintenant, si vous avez des questions, vous les rédigez, ou bien vous les notez. La prochaine fois, je vais vous répondre sur toutes les questions. D'accord?